Bonjour ou bonsoir, Blowout épisode numéro 1 parce que on va passer à la saison 2, on a fait une grande pause cet été. Voilà, nouveau chapitre, nouvelle saison. Donc épisode 1, saison 2. C'est censé être l'épisode de la rentrée donc de septembre 2024. Je sens que ça va sortir très très tard en septembre. Mais au moins on sera dans le bon mois. Voilà, on a mis du temps à le faire. La rentrée, c'est souvent synonyme de beaucoup de choses qui se mettent en place. Et je parle même pas des événements, les conventions qui repartent et tout ça. Donc on a pris notre temps. L'épisode est là. Bonne rentrée à tout le monde. J'espère que tout le monde a pu partir un petit peu en vacances. Que tout le monde s'est bien reposé et que le travail reprend. Aujourd'hui, donc, épisode d'ouverture avec Sandra Massa. Je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Alors voilà, bonjour, c'est la rentrée de Blowout. Je suis content de reprendre les interviews après cet été de pause. Et comme on l'avait beaucoup, comme on nous l'a beaucoup demandé, effectivement, on a eu beaucoup d'interviews de mecs depuis le début du podcast. Et donc je suis ravi aujourd'hui de recevoir Sandra Massa, de La Mauvaise Herbe à Barjol. Qui a bien voulu répondre à une petite interview. Alors bonjour Sandra, c'est très, Salut. très classique comme introduction, mais voilà, il fallait au moins faire autant que faire se peut. C'est la rentrée, ça fait des semaines et des semaines que j'ai pas fait d'interview, donc voilà, peut-être que ça va un petit peu flotter, peut-être que ça va être un peu hésitant, mais il faut se remettre dans le bain. Alors d'abord, bonjour Sandra. Moi, pourquoi je me suis rapproché de toi par rapport à ça, c'est que d'abord j'ai participé à ta convention à Barjol cet été. C'était un chouette événement. J'étais très très heureux d'y participer. Et puis voilà, je me suis dit que j'avais une personne en face de moi qui était intéressante de par son travail, le paysage dans lequel tu évolues aussi, et tout ce qui t'entoure avec la mauvaise herbe, etc. Je trouve ça assez passionnant. Et, euh, et je pense qu'il y a plein de choses que j'aimerais bien mettre un peu en avant autour de cette conversation. Mais d'abord, voilà, je vais te poser une question très bateau. Quand as-tu commencé le tatouage et quels ont été tes premiers pas dans le tatou? Alors, ça fait 14 ans que je tatoue maintenant. Donc, j'ai commencé en 2010, le tatouage. Un peu par hasard, parce que c'était pas forcément à la base Enfin, j'ai toujours dessiné depuis toute petite. C'est vraiment un truc qui m'a accroché très très jeune, le dessin. Et quand j'ai commencé, du coup, quand j'ai dû choisir des études, bien sûr, à cette époque, les études qu'on te propose quand tu veux faire quelque chose dans le dessin et c'est ça, on va tout de suite te mener vers du rentable. Donc à l'époque, c'était le graphisme. Donc du coup, je me suis lancée dans des études de graphisme. Et puis pendant mes études, j'ai rencontré un pote qui commençait le tatou sur Marseille et qui m'a prêté une machine, qui m'a dit vas-y teste le tatou. Donc j'ai tatoué ma coloc à l'époque. J'ai fait mon premier tatou sur ma coloc, c'était un triangle dans le bas du dos. Yes. Et en fait le jour où j'ai touché une machine, c'était terminé quoi. C'était une vocation. C'est devenu une vocation. J'avais pas du tout à la base d'idée de devenir tatoueuse, mais la première fois où j'ai touché une machine, c'était juste non négociable, c'était irrévocable, c'est devenu un peu vital. Et puis donc j'ai commencé à tatouer
pendant mes études. Et après, je suis partie en Australie 1 an. J'ai tatoué un petit peu là-bas, à droite à gauche. Et puis quand je suis revenue, j'ai cherché de suite un apprentissage dans le tatou pour vraiment. Enfin, je tenais à rentrer dans le tatouage par la voie traditionnelle, à m'intéresser à la culture du tatouage, à travailler avec quelqu'un qui pouvait me transmettre voilà les techniques et le savoir et du coup c'était important pour moi de passer par un apprentissage traditionnel. Alors, des petites questions, juste pour planter un peu le décor, mais tes origines, toi, tu nous as parlé de Marseille, là, t'es originaire de Marseille ou des alentours? Alors je suis originaire d'Égypte, un D'accord, peu plus loin dans le sud, ouais, mais j'ai grandi dans la région sud de France. d'accord. Et tu as quel âge? J'ai 34 ans. Tac, ok. Est-ce que tu te rappelles de cette première machine? Ouais, c'était une coil, hein. C'était une coil, une petite coil, et je pense que c'était une Kea. D'accord. Je pense que c'était une Kea, parce Ça va, qu'après, par la suite, la première machine que j'ai chopée, c'était une Kea aussi. ok. Donc, Ça va, on t'a pas mis une bouse pour commencer, hein, c'est pas trop mal comme, ah ouais, non, comme première machine. Et, ok. Et alors, du coup, tes recherches d'apprentissage, elles ont été fructueuses? ça a été fructueux, ouais. Après, je dessinais, comme je te dis, je dessinais beaucoup, donc j'avais un book de dessin assez fourni, même s'il n'était pas du tout euh, orienté tatouage. Mais je dessinais beaucoup. Je suis passée par les Beaux-Arts aussi, donc j'avais quand même un book assez fourni en dessin. Est-ce qu'on peut parler de la personne qui t'a mis le pied à l'étrier, du coup, enfin, de ton apprentissage? Ça s'est passé avec qui ou ça? Ça s'est passé à Fisherman Tattoo à Aix-en-Provence. D'accord, ok. Et t'as passé combien de temps dans cette première configuration d'apprenti, du coup? J'ai passé 1 an et demi. D'accord. 1 an et demi en tant qu'apprenti et après quoi j'ai voulu bouger pour rencontrer d'autres artistes, apprendre d'autres techniques, voyager. Enfin voilà, j'ai voulu tourner un peu pour enrichir et culturellement mon bagage et techniquement. Quelles ont été tes premières inspi dans le tatou, les premiers trucs où tu t'es dit putain, c'est ça que je veux faire? Enfin, tu sais, le premier grosse confrontation, on va dire, avec des artistes qui t'ont vraiment donné envie de continuer dans cette voie? Je pense que c'était envie de continuer dans cette voie. J'ai jamais eu un doute sur ça. Dès Ouais, le début, même si quand j'ai commencé, je savais même pas que je pouvais gagner ma vie avec le tatouage. Parce que quand j'étais apprentie, j'étais serveuse en parallèle à Aix pour pouvoir payer mon appart. Donc je bossais la nuit en tant que serveuse et le matin, j'ouvrais le shop le matin. ok. Donc et sans aucune intention de gagner ma vie avec ça en fait. C'était vraiment un truc que c'était juste non négociable. C'était presque vital. Fallait que je fasse ça quoi. Peu importe si j'arrivais à en gagner ma vie ou pas. Et mince, j'ai oublié la question. Les premières Ah oui, et inspirations. après, donc j'ai jamais douté de continuer le tatouage. C'est vraiment quand je pense, que j'ai découvert aussi la, la branche ornementale du tatouage où j'ai compris la différence entre dessin et tatouage et la compréhension du corps et comment vraiment dessiner pour le corps. Et c'est ça qui m'a encore plus accroché et passionné dans le tatouage et donné envie d'approfondir le dessin dans cette démarche-là. Il y a des noms que tu peux nous donner quand même d'artistes qui t'ont inspiré? Ouais, il y avait à l'époque, il y a Thomas Hooper, il y a Guy le tatoueur qui m'a tatoué aussi, qui a été une grande inspiration et pour qui j'avais beaucoup d'admiration aussi à l'époque, enfin toujours d'ailleurs. Il y avait Calypso aussi qui faisait de l'ornemental déjà à l'époque. Ouais, il y en a pas mal. Puis après il y a Xed le Head. Enfin, il y a aussi toute une branche géométrique psychédélique aussi qui m'inspirait beaucoup.
Ok, ouais. Ouais, bon, on peut Ouais. dire que tu as des références, on va dire, de grands tatoueurs classiques dans ce domaine-là. Effectivement, tu parles de Xed, enfin, moi j'associe tout de suite Curly, bon, tu me disais, Ouais, ouais, etc. Effectivement, comment dire, des pionniers du tatouage, quoi, enfin, qui ont amené ouais, quelque chose d'hyper puissant. Et comment aujourd'hui, bon, on peut dire que tu es dans l'ornemental, mais tu t'es arrivé assez vite là-dedans, ou tu t'es essayé à des choses plus traditionnelles quand même au début, traditionnelles ou pas d'ailleurs, hein, mais... Ah si, je me suis, bah en fait, quand j'ai commencé à étudier, parce que pendant mon apprentissage, j'ai beaucoup étudié surtout les différentes voies, les différentes branches et du tatouage. Donc du coup, c'est passé par le jap, ça passé par le trad, l'ornemental, c'est venu après. Mais j'ai commencé avec de l'illustration et, euh, et après, petit à petit, l'ornemental est venu me chercher. Mais non, c'était de l'illustration au début que je faisais beaucoup d'animaux, des chimères aussi, des portraits même. Enfin, je faisais j'ai testé plein de choses différentes avant d'arriver dans l'ornemental. Ouais, et puis, enfin, on est vers quelle année à peu près, là, quand tu commences ton apprentissage, tu arrives à te rappeler? Là, je commence mon apprentissage, je crois qu'on est en 2012. 2012, ouais, c'est ça. 2012 où je commence mon apprentissage, ou peut-être 2011. Ouais, je crois que je suis sortie de l'apprentissage en 2013 ou 2014. Donc on est quand même encore à une époque où le tatouage n'est pas aussi accessible qu'aujourd'hui. Il fallait quand même un petit peu se battre pour trouver une place, ne serait-ce que d'apprenti déjà pour commencer. Et puis, on va forcément en parler, mais le monde du tatouage chez les femmes, ça a pu être très très problématique et ça l'est encore à bien des égards. Comment tu as traversé ce truc-là? Comment tu as vécu ce truc, toi? Bah, difficilement. C'était, c'était, ouais, comme tu dis, en tant qu'apprenti, déjà, c'est difficile. Tu dois ravaler beaucoup de choses, mais bon, ça fait partie du jeu, et puis ça vient aussi te ramener vers l'humilité, garder les pieds sur terre aussi, tu vois. Donc, je pense que c'était une phase importante, même si des fois, voilà, ça a pu aller un peu loin, et c'est aussi ce qui m'a poussée à partir de mon apprentissage, et notamment en tant que femme. C'est vrai que à l'époque, c'était un milieu très très masculin. Ça l'est moins aujourd'hui, on va dire que c'est un peu plus équilibré. Là aujourd'hui, je sens vachement moins cet écart entre tatoueuses et tatoueurs. Tu vois, on est très 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 mélangés. Il y a pas, enfin, je le sens plus en tout cas dans cette génération-là, mais dans l'ancienne génération, ouais, en tant que femme, c'était pas évident de trouver sa place. Et il fallait en tout cas, fallait vraiment s'affirmer, et des fois, ça pouvait en être conflictuel, quoi. Ah ouais, d'accord. Et après cette expérience en apprenti, du coup, qu'est-ce qui s'est passé derrière? T'es parti guester un peu, enfin, t'as ouvert un truc, raconte. Bah non, j'ai pas ouvert un truc. Bah, déjà, une fois que je suis partie, j'avais quand même un caractère bien forgé, quoi. Je suis partie avec des bagages bien solides, quoi, on va dire, au niveau caractère, et aussi au niveau, bah voilà, je suis partie quand même avec un apprentissage technique et culturel qui m'a donné envie d'en apprendre plus, en fait, tout simplement. J'ai senti que j'étais au tout début. En fait, je sortais de l'apprentissage, je sentais que j'étais au tout début de ce que je pouvais, découvrir du milieu du tatouage. Et donc, pour moi, c'était vraiment le pied dans l'apprentissage. Enfin, l'apprentissage, c'était le début de l'apprentissage. Je crois que Ouais, j'ai, ouais, je ouais. crois que pour moi, la fin de l'apprentissage, je l'ai senti au bout de 10 ans de tatou, quoi, tu vois. D'accord. Ok, ouais. Et, donc oui, après j'ai commencé à guester. J'ai fait que du guest pendant peut-être 6 ans. Pendant 6 ans, j'ai fait que du guest, et après j'ai ouvert un atelier privé. D'accord. Et c'était où? Attends, il y a mon âne qui. Ah, ça, on adore.
Voilà. Alors le premier, c'était rien de très officiel au début. Enfin, si j'ai toujours eu un petit atelier en fait, un pied-à-terre chez moi. Donc, je crois que le premier c'était à Cadenet dans le Vaucluse. Après, ça a été à Puy-Loubier dans les Bouches-du-Rhône. Et là, j'ai ouvert un atelier vraiment officiel. Du coup, la mauvaise herbe à Barjol dans le Haut-Var. D'accord, donc c'est arrivé au bout de combien d'années l'ouverture à Barjol? L'ouverture à Barjol, ça faisait 10 ans. D'accord, ok, Quand d'accord. j'étais plus apprentie, du coup, à la fin de l'apprentissage. Non, mais c'est bien, au moins si ça peut permettre à certains aspirants, tatoueurs, tatoueuses de se rassurer qu'en fait l'apprentissage c'est long et c'est éreintant. Et en réalité, on n'arrête jamais vraiment d'apprendre, mais c'est presque, ça peut être rassurant, je pense, pour des jeunes d'entendre ça, quoi. Ouais, et puis il n'y a pas que la technique, il y a la légitimité aussi dans le tatou. Tu sais, franchement, il y a le syndrome de l'imposteur dans le tatouage. Moi, je l'ai senti hyper fort où tu te sens pas légitime, même si tu mets le masque de la légitimité, on va dire. Enfin, moi, je me suis sentie vraiment légitime dans mon travail qu'au bout de 10 ans. Ouais. Ouais, puis avoir l'assurance de défendre son travail en face des autres et de se dire ouais, je suis pas une merde, ce que je fais, ce que je propose, c'est solide, ça marche. Enfin, Ouais, c'est c'est difficile, ouais. solide et puis de regarder son travail, d'être capable de regarder son travail d'il y a 5 ans et de se dire que ça marche encore aujourd'hui et que t'aurais peut-être pas fait exactement pareil, mais tu trouves ça encore cool, tu vois. Et est-ce qu'il y a eu des rencontres qui ont été décisives dans ta carrière oui, je parle essentiellement d'autres artistes voilà, de notre discipline, mais est-ce que, on va dire qu'il y a eu des rencontres vraiment plus fortes que d'autres qui t'ont marqué, qui te poursuivent encore aujourd'hui? Oui, bah comme je te disais, il y a celle avec Guy déjà qui m'a mis une petite claque quand même, qui m'a vraiment je l'ai rencontré au tout début que je tatouais et c'est vrai qu'il y a eu cette vision du tatouage sur le corps qui m'a vraiment frappée à ce moment-là parce qu'à l'époque donc je faisais beaucoup d'illustrations et j'avais pas encore, je pense, compris enclenché la compréhension du corps avec le tatouage. Enfin, je survolais un peu le truc et et le retour que j'ai eu de sa part sur mon travail au début, ça m'a vraiment aidé à prendre une autre voie, quoi, à faire la distinction, on va dire, entre illustration et tatouage. Ouais. Donc il y a eu cette rencontre-là, puis après il y a eu la rencontre avec un tatoueur à Hawaï, Pilimo, qui m'a aussi donné une vision d'humilité envers l'importance de la relation humaine aussi avec les personnes qu'on tatoue et, euh, et dans sa démarche aussi enfin ça m'a impressionné cette démarche traditionnelle où on va tatouer quelqu'un sans forcément dessiner en avance, où on dessine sur le corps, on dessine avec ce qui se passe enfin on capte ce qui se passe dans l'instant et on le matérialise sur la peau et c'est vrai que c'est une vision que j'avais pas encore à ce moment-là, on va dire, où j'avais tendance à préparer mes dessins à l'avance avant même d'avoir rencontré la personne que je tatouais. Et il a commencé à se passer autre chose à partir de ce moment-là aussi. C'est Ouais. un déclic qui a changé mon approche du dessin, de la préparation même du projet, quoi. Bah, c'est intéressant ce que tu dis parce que pour moi, enfin, de mon point de vue, c'est vraiment ce truc qui te fait passer d'un état à un autre, c'est-à-dire au début de l'artisan, tatoueur, tatoueuse voilà, qui prépare le travail pour le client, à la commande, etc., à quelqu'un qui a une vision d'ensemble de ce que tu peux proposer techniquement, graphiquement, et qui s'adapte très fort à la demande. Je pense très sincèrement que ce truc-là, tout le monde l'a pas forcément. Et puis, ça change complètement la dynamique de travail en réalité.
Enfin, je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis pas mal adepte aussi des boulots en free-end, etc. Ce que je remarque souvent, c'est que bon, c'est assez déstabilisant pour les gens. Alors, s'ils ont connaissance de ton travail et qu'ils savent vers quoi ils vont, en général, il n'y a pas trop de problèmes. Mais quelqu'un qui serait complètement novice avec cette démarche-là, on n'est plus du tout dans la même dynamique que ce qu'on peut en général proposer dans un shop, on va dire, sur une commande classique. Ah non, c'est une démarche totalement différente. Et puis, c'est pas que la personne qui vient se faire tatouer qui prend un risque. C'est toi au début aussi, quand tu commences à dessiner directement sur le corps, bah, la peur de la page blanche, quoi, de pas avoir l'inspiration qui vient, d'arriver à être en confiance et à lâcher prise assez pour laisser pour essayer de capter ce qui se passe dans le moment et le retranscrire, quoi, et être en confiance de ça, quoi. Laisser tomber cette peur, c'est aussi un risque qu'on prend en tant que tatoueur quand on commence à se lancer dans cette démarche, quoi. Bien Et sûr. qu'après, on prend confiance petit à petit, qui devient plus naturel et plus assuré. Mais au début, c'est impressionnant au début d'arriver avec rien à proposer à quelqu'un en lui disant, bah, on va dessiner ensemble, on va voir ce qui va se passer sur le moment. Et aussi, on se rend compte que c'est pas du tout le même dessin qui serait sorti parce que on mélange pas, enfin, c'est pas que notre créativité, notre intention qui sort dans le dessin, c'est aussi la personnalité de la personne et le feeling qui se passe à ce moment-là avec la personne qu'on tatoue. Est-ce que le terme ethnique colle avec ta pratique du tatouage? On pourrait, enfin, tu sais, j'ai fait une interview de Quentin Sibarit au tout début là, du podcast, qui lui, par exemple, assume complètement cette identité-là, de par ses inspirations, sa démarche dans le tatouage, etc. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus? Est-ce que les questions de, tu sais, on dit de récupération culturelle, est-ce que c'est des sujets qui te touchent et quel est ton rapport par rapport à ça? Oui, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Alors, ethnique, je pense que c'est une description parmi tant d'autres, on va dire. Mais oui, c'est important de toute façon d'honorer les cultures et desquelles on s'inspire quand on fait ce genre de travail. Et du coup, de les nommer aussi et de faire la différence entre appropriation culturelle et inspiration. Pour moi, il y a deux choses, enfin, c'est vraiment deux démarches complètement différentes que de prendre des symboles existants d'une culture qui ne nous appartient pas et de les utiliser pour tatouer et du coup comment dire, pour se les approprier dans son travail, ou de s'inspirer d'une esthétique, d'une sensibilité, d'une culture, d'une démarche de certaines choses et d'en recréer quelque chose qui nous est propre et qui est propre à la personne qui va les porter aussi. On va passer un peu sur un truc un peu plus technique, une question que j'aime bien poser moi. Enfin, il y en a quelques-unes, mais on va commencer par celle-ci. Là, on fait un petit gap dans l'interview, hein. Quel est ton setup de rêve? C'est-à-dire que de toutes les machines que tu as, de tous les faisceaux d'aiguilles que tu as, etc. Aujourd'hui, quel est, genre, ça te fait marrer, je sais pas pourquoi. Ça me fait marrer parce que ça fait 14 ans que je tatoue et je cherche encore le setup de rêve. C'est pour ça que je rigole. J'adore cette réponse, ça c'est parfait, c'est ce genre de choses que j'aime entendre. Et c'est trop bien ça, alors ça veut dire quoi? Raconte. Alors, ça veut dire que je suis passée par... j'ai tatoué à la coil pendant jusqu'à l'année dernière. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai tatoué à la coil 100% jusqu'à l'année dernière. Et j'ai passé donc 12 ou 13 ans à chercher le réglage idéal, la machine idéale, les aiguilles idéales, les buses. En fait, ça change tout le temps parce qu'il y a aussi tout le temps du nouveau matériel qui sort. Là, j'ai découvert les buses de Black Claw. Donc, ça fait depuis qu'ils ont sorti ce matériel, ça me tenait à cœur de trouver du matériel le plus zéro plastique possible. Donc, dans ma démarche aussi écologique, je trouvais complètement incohérent en fait de jeter autant de plastique quand je tatouais tous les jours à usage unique. Et du coup, j'ai découvert ces bus qui sont déjà premièrement sans plastique. Donc, c'est à base d'acier inoxydable et de liège. Il y a du liège. Et elles sont techniquement incroyables à l'usage. Enfin, vraiment, c'est pas que pour une question écologique, c'est quand je les ai utilisées, j'ai vu vraiment la différence aussi technique de débit d'encre, précision, de tout ça.
Après, j'ai fait une grosse tendinite l'année dernière, donc je me suis dit, bon, malgré ma résistance, je vais me résoudre à essayer le pen. Parce que j'ai demandé conseil à plein de collègues qui tatouaient avec les pens et du coup on m'a envoyé vers la Bishop par rapport au travail que je fais parce que j'étais vraiment persuadée qu'il y a aucune machine qui peut égaler la coil au niveau du tracé des grosses lignes quoi pour l'ornementation et ni techniquement sur le rendu sur la face enfin le travail en soi et ni dans le rendu dans le temps avec la cicatrisation. Et bon, du coup, j'ai acheté une Bishop Wand Liner. Je crois que je l'ai utilisé une fois ou deux, et puis je l'ai revendu. Ça m'a ça m'a pas du tout convaincu. Donc, je suis revenue à la coil malgré ma tendinite. Et là, je teste en ce moment la Dan Cubine. Donc, je switch un peu. Dire, ouais, il y a des alternatives hybrides qui sont quand même super intéressantes pour garder la puissance et le softness qu'on peut trouver chez les bobines sans tomber automatiquement dans du pen ou ou des rotatives. Moi, je suis un peu comme toi, j'utilise des manchons inox, etc. Depuis quelques années maintenant pour les mêmes raisons. Et j'avoue que des fois, les tendons, là, ça commence à faire mal et j'y pense de plus en plus à m'acheter une hybride un peu puissante, type Cubine, etc. Et les faisceaux que tu privilégies, du coup, c'est... Bah, j'utilise, pour chaque taille d'aiguille, en fait, tu sais, au fur et à mesure des années, j'ai vraiment mon setup et du coup, pour chaque taille d'aiguille, j'utilise une marque différente pratiquement. Ah ouais, ok. Je vais privilégier les quadrons pour tout ce qui est faisceau d'aiguille serré en 0,25 pour les fine lines et je vais utiliser des black claw aussi en faisceau ouvert ou il y a les Tatsol aussi en trad, elles sont pas mal aussi en faisceau ouvert, mais pour les petits faisceaux ouverts, tu vois, jusqu'à la 9. Ouais. Après, je vais utiliser de la black claw jusqu'à la 14. Et puis après, il y a des aiguilles aussi que j'utilise en quadron, mais que j'ouvre moi-même. Enfin, chaque taille d'aiguille, j'utilise un truc différent. En fait, j'ai pas vraiment de règles générales par rapport à ça. Ouais. Moi, il y a deux ans, j'ai découvert Unicorn et South State. Je ne sais pas si ça te parle. C'est Unicorn, si je dis pas de conneries, c'est espagnol. Enfin, ils font des aiguilles, ils ont des faisceaux très restreints. C'est vraiment orienté trad, grosses lignes, etc. C'est génial. Et même dureté que les Black Claw au niveau de la needle bar et puis les choix des aiguilles et tout. Enfin, c'est vraiment top. Unicorn, je sais pas si tu connais, c'est très bien. Ok, bah, j'en ai entendu parler, mais pour les cartouches. Ah oui, c'est vrai qu'ils font des cartouches, ouais. Bah, moi qui n'utilise pas de cartouches, j'aurais tendance à me tourner vers ce genre de marque parce qu'effectivement, dès qu'il y a du bon matos déjà en termes d'aiguilles, ça donne envie de faire confiance pour le reste, ouais. Ok. Une autre question, un peu du même acabit, mais qui est un peu plus, on va dire, un peu plus libre, c'est... J'aime bien cette question, elle est un peu bizarre, mais ce serait quoi pour toi le projet de rêve? Genre quelqu'un qui arrive demain dans ton shop et te propose un truc qui te ferait particulièrement vibrer, un truc auquel tu penses très fort, que tu rêves de faire. Alors, je pense que les projets qui m'ont le plus fait kiffer, en ce moment, en tout cas, jusque-là, ça serait un full body, mais en collab. Ah ouais. Oui, parce que c'est vrai que les projets qui m'ont le plus, inspiré ou fait vibrer ces derniers temps, c'est les projets où on travaille à deux artistes et que du coup, on peut vraiment... Enfin, il se passe autre chose. Il y a deux univers qui se mêlent et il y a encore une autre contrainte, c'est de s'adapter aussi, en plus de s'adapter au corps, de s'adapter à la personnalité, au projet de la personne. Il faut aussi s'adapter à l'univers artistique et technique d'un autre tatoueur. Et donc, on dépasse nos propres limites aussi. On sort de notre zone de confort et il se passe autre chose. Ouais. Et surtout sur les grosses pièces comme ça, de travailler à deux,
créativement, c'est hyper stimulant, je trouve. Et du coup aussi au niveau de ce qui en sort, c'est une surprise plus que ce qu'on peut projeter tout seul sur une pièce où on l'imagine, bon, on la sort, c'est à peu près ce qu'on avait imaginé. Quand on travaille avec un autre artiste, ce qu'il en sort, c'est au-delà de ce qu'on avait imaginé parce qu'il y a l'univers de l'autre aussi qui s'y rajoute et c'est hyper intéressant. Tu as déjà des expériences de collab dont tu peux nous parler qui justifient ta réponse du coup? Oui, bah j'ai commencé les collabs avec Clarisse Amour, qui est une amie qui travaille sur Paris en floral, qui travaille plutôt voilà en floral illustratif, ornemental aussi. Du coup, on a commencé les collabs toutes les deux. Ça fait quelques années maintenant, on a monté un collectif qui s'appelle Les Dames du Sycomore. Okay. Et on travaille de plus en plus sur voilà des très grosses pièces sur plusieurs jours où du coup elle vient dans le sud à la Mauvaise Herbe passer une semaine ou deux et on accueille nos clientes aussi ici sur 2, 3, 4 jours des fois. Ok, très bien. Récemment, du coup j'ai rencontré il y a quoi 2 ans maintenant, j'ai rencontré un peu plus intimement Alban Isaac qui habite aussi en ce moment à la Mauvaise Herbe et qui travaille aussi avec moi. Et du coup, on a commencé aussi quelques collabs sur lesquels on s'éclate bien aussi ces derniers temps. Qui fait aussi de l'ornemental très trad, voilà. Ah oui, moi j'adore. On recommande, allez voir Alban Isaac, IZ2AK, si je dis pas de non, ISAAK. Voilà, qui fait du super taf. Et justement, tu m'as tendu la perche, je voulais en arriver là. La Mauvaise Herbe, telle que c'est aujourd'hui, c'est un shop, mais c'est aussi, si je dis pas de bêtises, le nom de ton lieu de vie, c'est ça? Oui. Et comment ça s'est créé, ça? Puisque, alors, ça résonne sur pas mal de trucs. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ton lieu de vie. Je pense qu'on est de plus en plus à rêver de pouvoir faire ce genre de choses, de le voir tel que moi j'ai pu le découvrir. Ça a été bon. Enfin voilà, c'est toujours très très inspirant. Pour avoir déjà vécu pas mal dans des modes de vie alternatifs, etc. Là, bon, on y est complètement. Est-ce que, raconte-nous un peu comment ça s'est monté et comment vous en êtes arrivé là, en fait. Et puis, ça fait combien de temps, surtout, que c'en est là? Ça fait combien de temps que c'en est là bah, c'est comme l'apprentissage dans le tatou. Je pense que c'est un continuel, continuel, ouais, ça se dit. Enfin, c'est un apprentissage continu, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est un apprentissage continu de le vivre ensemble, le respect du vivant, c'est aussi une évolution continue parce qu'il y a toujours des choses dans notre quotidien ou dans notre manière de vivre qu'on peut faire évoluer, qu'on peut changer dans le respect aussi pour aller de plus en plus vers le respect du vivant et dans une cohérence générale dans le travail, la manière de vivre. Enfin, tout est lié en fait. On peut pas comme je disais tout à l'heure, essayer de vivre de manière hyper écolo en n'essayant pas d'appliquer ça dans son travail, dans son... Enfin, voilà, tout est lié. Et la Mauvaise Herbe, bah, c'est un projet que j'ai commencé il y a 8 ans parce que je cherchais... À la base, je devais ouvrir un shop de tatou à Aix. Et en fait, je me suis dit que non, je voulais vraiment, si je me lançais dans un projet comme ça, je voulais me lancer dans un projet qui ressemble, qui est cohérent en fait avec ma vision du tatouage et avec ce que j'ai envie de véhiculer en tant que valeur dans mon travail et dans mon art, et que ce soit cohérent aussi au niveau humain et à comment ça va exister dans la matière, quoi. Et du coup, j'ai trouvé l'endroit de la Mauvaise Herbe que j'ai acheté il y a 8 ans et ce qui correspondait en fait à ce que je voulais à comment je voulais accueillir les gens que je tatouais et dans quel contexte. Alors c'était un risque parce que c'est un lieu qui est un peu isolé, qui est dans la campagne, où il n'y a pas de passage, où je savais que du coup je devais compter sur la volonté des gens aussi de se déplacer, de prendre du temps pour leur projet, pour la rencontre. Mais en fait, je l'ai fait avec le cœur et ça l'a fait, quoi.
Et ça s'est monté tout de suite en collectif ou bien tu étais vraiment seul à l'origine du projet? Non, j'étais seule à l'origine. Et puis petit à petit, ça s'est agrandi parce qu'à la base, j'ai acheté un terrain, il y avait qu'une maison dessus. Et puis petit à petit, j'ai fait quelques gîtes dessus à la base pour accueillir mes clients que je tatouais de manière intimiste et avec mon atelier tatou qui était aussi sur le terrain. Puis petit à petit, le fait qu'il y ait eu d'autres logements, il y a aussi d'autres personnes qui se sont installées sur du plus ou moins long terme. J'ai accueilli beaucoup de gens en chantier participatif ou en woofing, donc petit à petit, voilà, ça a gravité autour de l'humain aussi, et jusqu'au setup qu'on a aujourd'hui, du coup, avec Alban qui est là depuis quelques mois, et Sacha, du coup, Monsieur Renard, qui arrive à partir de ce mois-ci. Mais voilà, c'est un mouvement continu, quoi. Il y a pas de setup aussi défini. Il y a pas de. Le principe, c'est vraiment un lieu d'accueil et d'expression artistique. Après, l'humain, ça bouge, quoi. C'est un mouvement. Le shop dans Barjol s'est ouvert au même moment, avant, après Non, à la base, j'avais mon atelier du coup au terrain. Et la boutique, enfin la boutique atelier privé, parce que ça reste quand même un atelier privé, on fonctionne comme un atelier privé, mais on a un pied dans le village. Et depuis, ça fait 1 an maintenant qu'il y a la boutique au village. D'accord. Le but, c'était vraiment de faire un lien aussi avec un pont avec le village, en fait, entre la mauvaise herbe, le lieu de vie et aussi la vie de village, quoi. Ouais. Et de pouvoir aussi séparer vraiment le lieu d'ancrage avec le lieu de vie aussi. Et alors actuellement, sur le shop, vous êtes 3 résidents, c'est ça? Enfin, vous allez être 3 avec Renard ou il y a d'autres personnes? On est 3 résidents. Ouais. On est 3 résidents et puis on accueille toujours aussi les amis qui veulent venir guester. D'accord. Ok, et du coup, ce qui nous amène naturellement à une autre question, c'était la convention de cette année. Donc moi, je ne peux que tarir d'éloges à l'égard de cette convention, parce que tant le cadre que l'orga, c'était vraiment idéal. Pas dire que j'y ai beaucoup travaillé, mais par contre, j'ai passé un excellent week-end. Alors, du coup, ouais, l'envie de cette convention, comment ça s'est créé, comment ça s'est monté, comment tu as sélectionné, enfin, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors la convention, l'idée, elle m'est venue quand je suis arrivée à Barjol il y a 8 ans, où j'ai vu ce bâtiment, donc des anciennes tanneries qui étaient à l'abandon à l'époque. Où je me suis dit non mais en fait voilà, il faut faire un événement dans ce bâtiment qui est incroyable, qui est à moitié industriel ancien et en même temps bouffé par la végétation et par ce qui s'y passe autour, perdu dans la nature. Enfin le contraste, j'ai trouvé le contraste incroyable. Et après c'est aussi les conventions classiques. Le ras-le-bol, on va dire, des conventions classiques et de l'image que ça renvoie du tatouage et de la perte à mon sens, hein, je détiens pas la vérité sur ça, mais c'est mon ressenti ces dernières années, la perte de l'essence, en fait, de pourquoi on fait pourquoi on se réunit, en fait. Est-ce qu'il y a encore un sens à ça? Est-ce que c'est que la thune? Est-ce que c'est que le fait de faire de la com? Ou est-ce qu'il y a il y a un sens plus humain, plus profond derrière ça, et donc voilà, ma recherche dans le fait de faire un événement ici, elle était basée sur ça, sur le retour à l'essence de la connexion entre les tatoueurs, la connexion humaine, la qualité, la volonté de montrer aussi de la qualité aux gens qui sont pas forcément qui ont pas forcément une culture du tatouage très très approfondie. Oui. En tout cas, c'était le cas ici, moi, pour les personnes, les visiteurs ici, c'est pour la plupart des gens qui n'ont pas forcément une culture du tatouage très très qui reste superficielle, on va dire.
Et aussi de changer un peu des lieux conventionnels dans lesquels on a l'habitude de voir des conventions. Ouais, ça résonne tout particulièrement pour moi, étant donné que ce week-end, j'étais à la convention Créatures du Marais, près de La Rochelle, dans un village qui s'appelle Maran, qui est à quelques kilomètres de La Rochelle, et où on était 20, avec une sélection assez pointue, et voilà, un vrai esprit tatouage qui était là. On n'a rien vu de commercial, dira-t-on, assez vulgairement, avec que des personnes avec des identités fortes qui s'inscrivent dans une culture tatou hyper puissante. Et justement, toi, par rapport à la sélection d'artistes, ça s'est fait principalement via tes connaissances, ou bien c'est un peu de curiosité, un mélange de tout ça, ou du coup des coups de cœur par rapport à certains boulots? Je crois qu'il y a eu beaucoup de bouche à oreille sur cet événement-là parce que bon, il y avait que 50 postes. Donc de toute façon, il a fallu faire des sélections. Et bon, c'était beaucoup mes connaissances. Et après, des connaissances de mes connaissances ou des tatoueurs aussi qui m'ont contacté ou des coups de cœur aussi que j'ai contactés. Mais c'est vrai qu'il y avait une volonté de montrer le plus d'univers différents et de réunir des gens qui, humainement et artistiquement, collaient aussi avec le groupe, quoi, avec l'événement. Mm. Et est-ce qu'on peut espérer une deuxième édition? Est-ce que tu y penses? Alors j'y pense très très fort. On n'arrive juste pas à tomber d'accord sur la date exacte pour le moment, mais oui, il va très probablement y avoir une deuxième édition, voire une troisième. Et par rapport au lieu, de ce que tu disais à l'instant, est-ce que toi, quand tu as découvert les tanneries, est-ce qu'il a fallu faire un gros taf de réaménagement du lieu, ou parce que, bon, tel que moi je l'ai vu, c'était nickel, rien à dire, quoi. Et là, tu venais de nous dire à l'instant que le lieu était un peu en friche, enfin, comment ça s'est passé? Alors en fait, c'était vraiment au niveau légal où ça a dû être, ça a été un gros aménagement parce que comme c'est un bâtiment qui était pas ERP, donc pas autorisé à accueillir du public, on a dû faire une démarche très particulière qui s'appelle un GN6, donc qui est une autorisation provisoire pour un bâtiment de recevoir du public pour un événement donné. Mais du coup, ce qui demande des mises aux normes au niveau sécu, électricité, tout ça qui sont quand même énormes. Ah ouais, Ça a été voilà, ça a été un gros travail là-dessus, quoi. Mais ça valait carrément le coup parce que tu vois, une fois que l'événement a eu lieu, je me suis dit à refaire, j'aurais refait exactement pareil ouais. en termes d'investissement parce que ça valait le coup que ce soit ici, dans ce bâtiment, dans ce lieu, dans ce village qui avec avec l'environnement qu'il y a autour, quoi. Ah ouais, je pense que c'est la seule convention, en tout cas à ma connaissance, qui peut se targuer d'avoir une cascade à moins de 200 mètres de la conve, où on a pu retrouver beaucoup de nos confrères et consoeurs se baigner, ouais, tout simplement. C'est juste royal. Ça rajoute un petit plus, hein, quand même, hein. Ouais, clairement, ouais. C'était très très beau. Ok, on va passer. Bon, il nous reste à peu près un gros quart d'heure. On va aborder une autre question un peu différente, mais à la base, l'essence du podcast, ça venait un peu de ça, c'est-à-dire l'idée d'un état des lieux un petit peu du tatouage actuel. Donc toi, maintenant qui tatoues depuis plusieurs années, par rapport à la facilité d'accès au matériel, par rapport à la vision du tatouage qui se propage aujourd'hui chez les jeunes artistes. Est-ce que tu as des critiques à faire? Est-ce qu'il y a une sorte de nostalgie? Est-ce que, qu'est-ce que ça évoque chez toi? Moi, par exemple, bon, constat simple qu'aujourd'hui, pour moins de 100 euros, on peut s'équiper totalement pour commencer à tatouer. C'est quelque chose qui me blesse un petit peu, sachant qu'on a eu des parcours parfois fastidieux,
la connaissance du matériel, etc., etc. Si tu n'as pas eu les bonnes rencontres, les bonnes discussions, ça peut être très très long. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce cas de figure-là. Quel est ton regard par rapport à ça? Moi, je pense que ce qui a surtout mis un gros couteau dans le pied du tatouage, c'est les réseaux sociaux, en fait. Plus que parce que rendre accessible le matériel, bon, n'importe qui à l'époque pouvait quand même déjà sur Killer Ink s'acheter une mallette de tatou pour 150 balles, tu vois ce que je veux dire? Mais ça veut pas dire que voilà, mais encore faut-il fallait savoir dessiner, fallait quand même trouver quelqu'un. Alors soit tu devenais scratcher, mais t'avais très peu de chances de trouver de la clientèle, soit tu galérais à trouver un apprentissage et ça demandait de l'investissement en termes de dessin et en termes de recherche technique. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est qu'avec les réseaux sociaux, des univers que nous on a mis 10 ans à créer, parce qu'il fallait aller chercher ses inspirations, parce qu'il fallait creuser en fait. Maintenant, tout le monde a accès à tout et du coup, il suffit de copier ce que des tatoueurs ont mis 10 ans à construire en moins d'un an. D'autres tatoueurs, des tatoueurs qui commencent arrivent à voilà, c'est plus la démarche en fait artistique que nous on va mettre des années à construire, qu'eux en un an ils vont réussir, et par l'accessibilité aux réseaux sociaux et aussi par ce qui donne aussi une visibilité à tout le monde égale, ce qui n'était pas le cas en fait avant. Il fallait se faire un nom, il fallait se faire une clientèle, c'était du bouche à oreille. Maintenant tout le monde a la même visibilité, et encore je trouve que ceux qui commencent ont plus de visibilité parce qu'ils sont plus alertes des algorithmes et de comment marchent les réseaux sociaux que des anciens tatoueurs qui avaient à la base plus de renommée, mais qui sont pas habiles ou avec les algorithmes ou à l'aise avec tout ce qui est reel, story, tout ça. Ils vont du coup passer en plan secondaire. Et tout ce qui est maintenant formation en ligne pour du tatouage à je sais pas, quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros. En 2 mois, on vend un apprentissage tatouage en ligne ou des écoles de tatouage ou même des tatoueurs qui proposent pour le 2000 balles de te former en un mois pour le tatou. Enfin, c'est plus ça pourquoi j'ai la nostalgie, le côté méritant, on va dire, qu'on avait à l'époque de se casser un peu pour retrouver un apprentissage, pour avoir un certain niveau, pour se sentir légitime, pour avoir une transmission humaine, technique et culturelle qui se perd aussi du coup, parce que la transmission culturelle dans tout ça, elle se perd du coup. Ça reste très superficiel. Clairement. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il faudrait encadrer un peu plus justement ce marché de la formation parce que bon, on va pas se mentir, il est là. C'est pas simplement en évoquant le temps jadis qu'on fera rentrer dans les têtes la culture du tatouage et tout ce qui l'englobe. Comment on réagit par rapport à ça? Est-ce que toi, par exemple, tu as déjà formé des gens? Alors, non, je n'irai pas jusque-là. J'ai essayé, mais ça a jamais duré plus de 1 mois ou 2. Donc non, je suis pas allée je peux pas aller jusqu'à dire que j'ai mené un apprentissage au bout. Peut-être parce que j'attends un vrai investissement en termes de travail fourni, de recherche artistique que j'ai pas encore trouvé chez les personnes que j'ai essayé de former. Ou d'investissement personnel, et du coup c'est en général c'est les personnes qui lâchent avant parce que elles se rendent compte aussi du travail que ça demande, de l'investissement que ça demande, et c'est souvent trop. Mais des solutions, les solutions, j'en ai pas. C'est pour ça aussi que j'ai ma solution à moi, elle a été très personnelle. Ça a été de m'extraire en fait de la tournure que prenait le milieu et d'essayer
moi, d'appliquer ma pratique de la manière qui se rapprochait le plus possible de mes valeurs et de ma vision du tatouage, et de transmettre ça aux personnes que je tatoue, aux personnes de partager ça avec les personnes avec qui je tatoue et qui viennent tatouer ici aussi. Mais j'ai pas de solution par rapport à ça. Je pense que vraiment le tatouage, c'est comme s'il il se scindait en deux aujourd'hui, et la clientèle aussi se scinde en deux parce qu'il y a une clientèle qui a une vraie démarche de rechercher un artiste, de se déplacer, de prendre le temps, de s'investir aussi pour leur projet. Et puis, il y a les clients du consommable qui vont être plus OK pour se faire tatouer par des personnes qui sont formées dans des formations en ligne. Enfin, pour moi, ça scinde juste le milieu du tatouage en deux, ce qui est OK, hein, parce que de toute façon, on peut que accepter. On va pas pouvoir se battre contre, comme tu dis. Mais on peut renforcer justement et essayer de transmettre au mieux possible notre vision à nous du tatouage, quoi. Et comment tu vois le tatouage dans 10 ans? Bah, scindé très clairement en deux, comme je te disais, avec des tatoueurs, je pense, qui s'extraient de plus en plus de ce milieu-là, parce qu'on n'arrive plus à suivre, les réseaux sociaux, on n'arrive plus à suivre le rythme du nombre de boutiques qui s'ouvrent partout, et du coup, ben, on invente une autre manière de recevoir nos clients, une autre manière d'exercer, de pratiquer le tatouage, une autre manière de transmettre aussi sûrement, et des nouveaux tatoueurs il y en a certains qui cherchent encore cette démarche-là, il y en a d'autres qui vont vers la facilité, mais ça scinde très clairement en deux le milieu. Alors, le risque, c'est que le patrimoine culturel du tatouage se perde là-dedans, parce qu'un jour, quand il y a une certaine génération qui va arrêter, au bout d'un moment, si on n'a pas réussi à transmettre ça, ça va devenir autre chose. Mais ce qui est déjà sûrement ce que pense l'ancienne génération par rapport à nous aussi. Bien sûr, ouais. Oui, oui. Oui, oui, le risque que ça se dilue dans un océan de propositions infinies. Ouais. Ce week-end, j'ai rencontré un mec qui suit justement le chemin inverse, je pense, après une quinzaine d'années de boulot. Le type en question, là, il a quitté les réseaux sociaux. Il a rouvert un street shop dans un no man's land. Et bon, il bénéficiait quand même de son assise, on va dire, de ses années de pratique, mais je trouve ça assez admirable en 2024 de dire j'arrête les réseaux sociaux, je me réouvre en street shop, pas dans une grande ville. Et de toute façon, ceux qui me connaissent savent comment me contacter. Et puis, il y a concrètement la volonté de même plus garder de traces des séances que le boulot qui a été produit. Et moi, je trouve ça hyper fort, hyper admirable de réussir à passer ce cap-là. Enfin, faut quand même être assez sûr de soi parce qu'on risque de s'invisibiliser aussi. Mais je trouve ça très beau. Oui, je suis très admirative aussi parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a tenté beaucoup, de sortir complètement des réseaux sociaux. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, tous les gens passent par ça, en fait, pour contacter un tatoueur, pour suivre. C'est aussi une marque de confiance quelque part chez les gens, de pouvoir aller voir ce que tu fais depuis quelques années, ton univers sans. Ouais, on va dire, c'est un book en ligne. Et du coup, moi, je l'utilise vraiment comme ça, comme un portfolio en ligne. Je l'utilise pas comme les algorithmes et tout ça. Je rentre pas. Donc, ce qui cause aussi ma perte, hein, à ce niveau-là. Mais c'est OK, en fait, je l'ai accepté, mais je l'utilise comme une vitrine. Et c'est pareil, comme je me dis que les gens qui connaissent mon travail et qui sont vraiment à la recherche d'un artiste, ils me trouvent, et c'est le cas encore. Je suis hyper en gratitude d'arriver encore à travailler malgré que j'utilise pas du tout les réseaux sociaux comme on devrait les utiliser pour que ça marche à ce niveau-là. Et ça m'intéresse pas parce que c'est de l'esclavagisme, c'est vraiment une charge mentale continue et une pression continue que d'être toujours
d'alimenter toujours quelque chose pour garder sa place, en fait, dans ce niveau-là qui m'intéresse pas, quoi. Ouais. Et justement, pour rebondir sur ce que tu disais, ce qui est aussi intéressant malgré tout dans les réseaux sociaux, c'est que le public, entre guillemets, s'éduque aussi au tatouage. Et moi, je suis toujours agréablement surpris de voir rentrer des gens assez jeunes qui ont déjà des références hyper fortes et qui savent un peu plus précisément ce qu'ils veulent. Et ça, bon, on le doit quand même en partie aux réseaux sociaux, quoi, puisque bon, quand nous on a commencé, il y avait encore beaucoup la presse, il y avait beaucoup moins Instagram. Enfin, moi, ce que je dois reconnaître quand même de positif à ça, c'est la manière dont les gens peuvent s'éduquer quand même au tatouage et très facilement faire le lien justement avec les pans de l'histoire du tatouage. Maintenant, tout le monde ne le fait pas, mais on peut quand même leur reconnaître cette qualité-là. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair que ça, il n'y a pas que des côtés négatifs, c'est ce qu'on en a fait comme plein d'autres domaines, c'est ce que l'homme il en fait dans ses vies qui rend le côté négatif de l'outil qui à la base est un super outil hein, qui nous permet aussi d'avoir une visibilité à l'international qu'on n'aurait pas forcément sans les réseaux sociaux. On a des clients qui se déplacent à Barjol qui viennent du Canada, du Brésil et c'est grâce aux réseaux sociaux aussi qu'ils nous connaissent donc il y a vraiment un côté positif quoi. Trop bien. Moi, j'ai un souvenir très lointain, ça devait être vers 2010-2011. J'étais en guest à Angers et là, je rencontre la compagne d'un tatoueur que j'admire énormément, Dan Sin, qui est Luxembourg. Et le mec là, moi, alors, j'étais absolument contre les réseaux sociaux, j'évoluais dans des milieux anarchistes, nanana. Et là, je vois le mec est sur Instagram. C'était, je pense, les balbutiements d'Instagram. Tout était encore complètement gratos. Et à ce moment-là, moi, ça m'a fait un gros clash en me disant putain, si des mecs comme ça ont déjà mis le nez dedans, mais on va où, quoi? Puis bon, enfin, lui là, il a jamais joué le jeu des réseaux tel que ça l'est aujourd'hui, mais effectivement, ceux qui ont eu le pif aussi à un moment de vouloir s'y mettre à fond la caisse au début du truc. Bon, ce qu'on en a fait, ce que tu disais, ce qu'on en a fait, cet outil commercial tel que c'est aujourd'hui, ça dénature un petit peu la démarche du tatouage à bien des égards. Mais c'est très vague ce que je dis là, puisqu'on pourrait en parler pendant des heures, je pense. Mais, euh, mais ouais, il y a eu une opportunité à saisir, sauf qu'aujourd'hui, ça s'est un peu développé dans tous les sens et sans aucune maîtrise. Et malheureusement, ça vient esquinter un petit peu l'essence du tatouage tel que nous, on peut la concevoir. Bref, voilà, un petit monologue. Est-ce que, bon, on arrive tout doucement sur la fin de l'interview. C'est quoi tes projets à venir, là? Est-ce qu'il y a des petits trucs à savoir sur ce qui va se passer dans les mois Bah écoute, je vais essayer de mettre en place la deuxième édition du Barjol Tattoo Festival. Et puis bah là sur cette année, nous on travaille aussi à organiser des événements à la mauvaise herbe sur le terrain, améliorer le lieu, le faire évoluer. On organise aussi des événements culturels tout l'été, donc on travaille aussi à la programmation de l'été prochain. Et voilà pour les projets ici. Et alors, l'arrivée de l'automne puis de l'hiver à Barjol, comment ça se profile? Ça redescend un peu en activité, voilà, on rentre un peu plus dans les maisons. Bah, vous avez encore beau temps, j'imagine, jusque tard. On a beau temps jusque tard, mais tu sais, nous, à la campagne, de toute façon, été comme hiver, on vit dehors, hein, faut aller couper le bois, faut sortir les toilettes sèches, faut s'occuper des animaux, donc de toute façon, on est dehors. Ouais. Donc ouais, c'est une vie beaucoup dehors que j'aime beaucoup parce que du coup, tu vis vraiment dans les saisons et avec les saisons. Mais bon, on va partir un petit peu se réchauffer quand même au Népal là le mois prochain, Trop bien. à la Nouvelle-Zélande. Pour un petit mois. Du Donc, coup, tu pars avec ta fille? non, je pars avec Alban. Ah d'accord, ok, cool. D'accord.
Eh ben, trop bien. Ben, oh là là, j'ose à peine imaginer comment ça doit être agréable de partir voyager au Népal. Je n'y ai jamais mis les pieds, mais grand rêve. Mm. Ouais, c'est un beau pays. Très, très beau pays. Tu connais? T'es déjà allé? J'ai été en 2017, du coup, j'étais à la... Non, 2016, pardon. 2017, j'étais en 2017, juste après le tremblement de terre, là, j'étais à la Ah oui. convention de Katmandou, ouais. Waouh, génial. Bon, c'est 1 heure, ça passe vite. Ça ouvre énormément de portes et de sujets que j'aurais adoré approfondir un petit peu. Qui sait, peut-être l'occasion se présentera sous un autre format, ou j'en sais rien. Enfin, ça crée quand même une foule de questions que j'ai envie de diguer. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci pour ton invitation, merci pour ton temps. C'était enrichissant aussi pour moi. Ouais, écoute, c'est gentil. Et je salue Loesa, donc mon binôme, ma pote qui est derrière, qui fait tout le montage, l'identité visuelle, sans qui ce podcast n'existerait pas. Voilà, et ben merci beaucoup. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Bah, merci à toi aussi. À T'en prie. bientôt.